De ma joie de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ces grands rendez-vous d'actualité qui retracent quelques grandes actualités de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Vendredi 8 mars, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 128e réunion du Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers urgents du pays. Et dans le cadre de la journée internationale célébrant le droit de la femme, le président de la République a remis des fleurs aux dames membres du gouvernement et a fait observer une minute de silence en faveur de femmes victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le même vendredi, l'actualité était aussi axée sur le culte écuménique organisé par Mireille Massangou, ministre du Genre, Famille et Enfants, en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, une occasion pour les femmes congolaises de compatir avec leurs sœurs victimes d'atrocités dans l'Est de la RDC en associant Dieu. Toutes ces femmes étaient habillées en noir. Le tout dans ce reportage signé Billy Kabidi, Hilaire Nyoka. La cathédrale protestante du centenaire située sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre a été saturée dès les premières heures de ce vendredi 8 mars par la présence des femmes venues de toutes parts manifestant leur mécontentement sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2024. Nous sommes habillés en noir parce que nous sommes un pays en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en deuil. Nos chères mamans, chères sœurs, chères filles à l'est du pays, Bazokoufa. Parce que M. Kagame, Naba Occidentaux, va décider. Par contre, par réfraction. Moi, je vais demander aux Occidentaux, ceux qui baza mibali ya solo, baya, lokola mibali, ba vandi, président RDC a vandi, bango pe ba vandi, bayo cannabis, deux ans ba matière en première, bango ne ba resomba. Bayeto Sololi, Batika Kokota Namboka na biso na Kimoyibi, ce sont des voleurs, les Occidentaux. Des lâches. Des hommes qui ne savent même pas comment exprimer. Et là, on va lingi, sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, le 8 mars 2024 a été célébré dans une ambiance de tristesse caractérisée par un aspect vestimentaire noir symbolisant le deuil en République démocratique du Congo. Plusieurs autorités avaient répondu présents à cette messe, tels que le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde, qui a par ailleurs pris la parole en ces jours de la Journée internationale des droits des femmes. Chacun de nous est issu du ventre d'une femme. Nyonso, iso nyonso, touti, et pas la maman. Si si bonde, tunatokea mtumbo ya mama. Et à ce juste titre, nous devons célébrer la femme. Et pour ce jour particulier, où nous sommes tous habillés en noir, où nous sommes en deuil pour nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères, nos filles qui souffrent particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Initiée par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko, cette journée a été marquée par les discours d'Annie Françoise, représentante de l'Asbel Senapi, qui a clôturé la journée. Nous avons pensé à nos frères et sœurs qui sont à l'est de notre pays. Et nous avons organisé ici pour demander au Seigneur notre Dieu de donner la paix et la joie dans notre pays de l'Est. Donc dans l'Est de notre pays. Notons qu'Adel Kalinda, la ministre du Plan, ainsi que plusieurs autres autorités de la RDC avaient pris part à cette messe pour compatir à la situation des victimes de la partie est du pays. Au quartier Trois-Rails, dans la commune de Massina, l'insalubrité était devenue criante et carrément un mode de vie pour la population y résidant. C'est le constat fait par Mitterrand Mukumbi le même vendredi. Suivez tout dans ce reportage. Jadis King la Belle, aujourd'hui King la Poubelle. Voilà c'est à quoi ressemble la route rail au quartier 3 dans la commune de Massina. Personne ne peut croire que le chemin de fer est passé sur cette artère. Les rails engloutis par la saleté démesurée. D'état d'immondice, des flaques d'eau stagnantes changeant de couleur,
dégageant des odeurs nauséabondes, causant d'énormes maladies. Sur toutes ces choses néfastes, la population est exposée. Une situation décevante à décrier, mais qui se voit comme un mode de vie normal pour les résidents de ces quartiers. Des maisons commerciales sont érigées le long de cette voie. Deux vendeurs de tout genre exposent et étalent leurs produits sous cette saleté. Parmi eux, personne ne pense entretenir les milliers dans lesquels ils exercent leur activité commerciale. Approché pour s'enquérir de l'information, l'interview nous est livrée dans l'anonymat hors caméra, révélant que la police environnante récolte chaque samedi 500 francs dans chaque boutique, pharmacie, atelier ou tout autre établissement exerçant l'activité commerciale sur cette avenue, voire même dans les tables des vendeuses de petits commerces, sous prétexte cet argent fait partie de l'opération Salongo, mais qui dans la réalité n'apporte aucun changement. Notons que cet état des choses est un risque de propagation de certaines maladies des mains sales d'une part pour les résidents, mais d'autre part la population quinoise en général. D'où l'appel à l'implication urgente des autorités provinciales pour un assainissement nécessaire dans la ville province de Kinshasa s'avère indispensable. Jeudi 7 mars, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba avait échangé avec l'ambassadrice de la Belgique accréditée en République démocratique du Congo, Roxane Bilderling. Plusieurs points, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi les partenariats sur lesquels est engagé le Royaume de Belgique dans le domaine de la défense ont fait l'objet de cet échange. Suivez l'ambassadrice de la Belgique dans cet extrait choisi par Ornella Bossona. C'est pas le premier entretien avec le vice-premier ministre de la Défense. On s'est vu plusieurs fois. On a d'abord très évidemment échangé sur la situation à l'est du pays. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée évidemment avec ces offensives du M23 et des troupes rwandaises, et donc il nous a expliqué comment il organisait la riposte et défendre les territoires. Alors nous avons aussi très longuement échangé sur le partenariat bilatéral. Donc la Belgique soutient les FARDC par toute une série de mesures et de programmes de soutien. Il y a bien sûr d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindu et dont en fait le premier bataillon est même d'ailleurs déjà actif sur le terrain dans l'est du pays, et un autre est pour le moment en train de terminer sa formation à Kindu. Et puis alors vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique, et aujourd'hui on relance les échanges avec l'école royale militaire en Belgique. Donc le commandant de l'école royale militaire était ici au pays il n'y a pas longtemps. Je l'ai accompagné d'ailleurs pour visiter l'académie à Kananga et le vice. Nous vous avons aussi proposé un élément sur la visite technique de John Kabeya, gouverneur de la province du Kasaï central, à la centrale photovoltaïque, accompagné du coordonnateur de l'ANSER pour le Grand Kasaï, Alexis Moulomba. Il s'y était rendu pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction de cette centrale photovoltaïque qui, une fois terminée, permettra de connecter l'aéroport de Kananga et les ménages environnants. D'ample précision dans ce commentaire de Dorcas Makango. Lancé depuis le 9 octobre 2023, les travaux de construction de la centrale photovoltaïque dans la ville de Kananga évoluent à pas des géants. Avec une capacité de 200 kW, cette centrale photovoltaïque va desservir l'aéroport de Kananga en énergie solaire ainsi que le ménage environnant. Et pour s'enquérir de cette évolution, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya Shikai, a visité le mercredi 6 mars le site qui abrite cette centrale photovoltaïque, accompagné de M. Alexis Moulomba, coordonnateur de ANSER pour le Grand Kasaï, qui évoque ici l'évolution des 10 travaux. En dehors de l'aéroport, mais le site a été menacé par les érosions. Alors l'aéroport dispose de suffisamment d'espace pour qu'on puisse ajouter les 800 qui restent. Donc le matériel est déjà disponible. C'est la même entreprise qui a exécuté ce projet qui va étendre le projet à 1 MW. Mais sinon les 200 kW sont suffisants pour desservir entièrement l'aéroport, qui prendra 100 MW et 100 kW pardon, et puis les 100 autres kW peuvent desservir 100 ménages dans les environs. Et dans les jours qui suivent, très prochainement, ça ne prendra pas longtemps puisque le matériel est déjà présent à Kananga, c'est la société DEF qui exécute les travaux. Donc il suffit que les terrains soient accordés pour l'espace qui reste, on va attaquer les travaux pour les 800 autres. Ainsi, les autres ne seront pas lésés de voir que certains sont déjà desservis et les autres manquent de courant, alors qu'on est tous à Kananga dans les environs de l'aéroport.
Il a lieu de souligner que ces travaux sont complètement finis et qu'il ne reste que le placement de compteurs à budget pour permettre la connexion de l'aéroport et des ménages environnants. Mercredi 6 mars, vous aviez suivi les résumés de la visite du travail du président de la République Félix Tshisekedi à Doha au Qatar, durant laquelle il avait eu plusieurs rencontres, notamment un tête-à-tête avec l'émir du Qatar, ceci pour échanger sur des questions de coopération bilatérale et d'investissement. Le chef de l'État avait profité dès sa présence à Doha pour participer à la journée du Congo célébrée dans le cadre de l'Expo Doha 2023 Green Desert Better Environment. Suivez. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire, ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Njini. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'1 an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Quel est l'essor réservé aux journalistes et candidats malheureux à l'élection législative du 20 décembre 2023 et que dit la nouvelle loi des journalistes quant à ces? Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise de la ville de Kinshasa, avait répondu à toutes ces questions mercredi dernier sur le plateau des C24+, au micro de Billy Kabidi. Les textes qui régissent l'UNPC stipulent que
tout journaliste qui postule à des postes électifs cesse d'être journaliste à partir du moment où la Commission nationale électorale indépendante adopte, valide sa candidature. Jusqu'à ce que le processus se termine, c'est-à-dire il est élu, il continue sa carrière de politicien, d'élu. Il n'est pas élu, il doit formuler la demande de réintégrer la profession. Et donc, pour les collègues qui avaient choisi de se lancer dans la politique, ceux qui ont gagné, on les a félicités, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, j'avais déconseillé des gens d'ailleurs d'aller dans ce sens-là. Mais ceux qui ont perdu, ils sont les bienvenus dans leur métier, mais il faut qu'ils fassent au sein de leurs rédactions respectives, ne serait-ce qu'une demande de réintégration pour formaliser la volonté de récupérer leur poste. Et ça, c'est les textes qui sont édictés comme ça. Mardi 5 mars, en marge du mois de mars dédié aux droits de femmes, notre reporter Dorcas Makangu avait tendu son micro à Gloriane Kadima, une femme architecte qui avait parlé de son expérience, sa motivation et les difficultés rencontrées dans ses métiers. Elle avait aussi encouragé les femmes à exercer les métiers de leur choix, quels que soient les préjugés. Suivez. J'ai eu à travailler dans 2 entreprises privées en tant qu'architecte et aussi j'ai eu à travailler à mon propre compte jusqu'à ce jour. Et là actuellement je travaille dans une boîte privée internationale. En tant qu'architecte femme, c'est déjà être femme qui est un défi. À part le fait d'être femme qui est un défi, il y a aussi le fait que tu es femme et jeune. C'est vraiment pas facile de se faire accepter dans ce domaine en tant que jeune fille où on se dit que carrément tout le monde te montre que t'as pas ta place ici. Va faire autre chose, va ailleurs. Ça c'est déjà un gros défi. Mais à part ça aussi, les temps, les horaires de travail, la discipline qu'il faut, le sacrifice qu'il faut, tout ça là, ce sont des défis que nous avons tous les jours et qu'on essaye de surpasser. Alors, quand j'étais petite, je passais en ville, je voyais des bâtiments très beaux, tout ça là. Alors, je me disais, bon, si des gens font ça, ça veut dire que moi aussi je peux faire ça, je peux être créatrice, je peux sortir du beau, je peux créer du beau, quelque chose qui plaît à tout le monde, innover, tout ça là. Et c'est par cette envie-là, ce besoin-là de créer le beau, c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi je ne deviendrais pas designer? Après, quand j'ai fait des recherches, je me suis dit que bon, voilà, il y a un métier architecte d'intérieur. Et quand je me suis renseignée sur ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait la faculté, j'ai vraiment aimé. Après, tous les jours, j'aime. Je pensais que c'était un métier réservé aux hommes. Après, même à l'université, quand tu commences en architecture en tant que femme, tout le monde te fait voir que ici, c'est pour les hommes. C'est pas facile. Mais avec de l'amour, premièrement, de l'endurance, si tu aimes ce que tu peux faire vraiment ça, tu y arrives. En tout cas, on s'est battu. Ça n'a pas été facile, pas du tout, mais bon, avec amour, endurance, comme j'ai dit, on a réussi. La plus belle réalisation, la plus grande, je dirais, ça n'a pas été en solo, ça a été en équipe, mais ça a été la réalisation du centre financier de Kinshasa à Gombe. En tout cas, c'est ma plus grande réalisation jusque-là. Nous avons aussi été dans la commune d'Elemba, où les habitants du quartier Salongo décrivent la lenteur observée dans l'exécution des travaux de rénovation du boulevard Salongo. Ils alertent également sur la grosse menace qui plane sur cet ouvrage en cours de construction, notamment l'érosion adjacente qui engloutit des habitations lors de fortes précipitations. D'ample précision avec Basile Mouya. Le travaux de réhabilitation et modernisation du boulevard Salongo, lancé depuis le 24 juin 2023 dernier, se poursuivent jusqu'à ce jour et se trouvent au niveau du bitumage et traçage de caniveaux. Cette étape, qui semble s'étirer en longueur, inquiète au plus haut point la population riveraine. Cette dernière connaît ce qu'elle qualifie de lenteur dans l'exécution de travaux. Mais bakundaki de batravaux pendezo melami kote musu batimboli
La mise en œuvre de ces projets qui évoluent à pas de tortue n'est pas sans conséquences. La montée en puissance d'un ravin adjacent menace cet ouvrage dont la construction est en cours. La population riveraine émet un seul vœu, celui de voir une exécution rapide. Les boulevards Salongo mènent jusqu'à l'université de Kinshasa en passant par le quartier Livoulou et va ainsi désengorger les routes bypass et universités qui convergent vers le rond-point Gaba. Elle est longue de plus de 3 km. Enfin, lundi 4 mars, nous vous avions proposé un élément sur la mission du président Félix Tshisekedi en Turquie, où il avait accordé quelques audiences le samedi 2 mars dans la ville d'Antalya. Il avait notamment échangé avec le premier ministre hongrois Viktor Orban sur des sujets d'intérêt commun qui relèvent du renforcement de la coopération économique bilatérale par les biais des échanges commerciaux. Les chefs de l'État avaient aussi reçu une délégation du groupe turc Al-Bayrak, expert en construction, transport public, gestion de déchets et immobilier. D'autres détails dans ce reportage. Deuxième jour de la visite du président Félix Tshisekedi à Antalya, en Turquie, où il a reçu ce samedi en audience le premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a tenu à féliciter en personne le président congolais pour sa réélection lors de la présidentielle du 20 décembre 2023. Lors de leur entretien, les deux hommes politiques ont abordé des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la volonté de renforcer la coopération bilatérale par le biais, entre autres, d'échanges commerciaux entre la Hongrie et la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a ensuite accordé une audience à une délégation d'investisseurs turcs menée par M. Ahmet Albayrak, président du groupe Albayrak, une société de construction active sur 3 continents et qui emploie à ce stade 20 000 personnes réparties en Turquie, en Somalie, en Guinée-Conakry, en Azerbaïdjan, au Pakistan et au Maroc. Nous sommes en même temps spécialistes de réaménagement urbain, aussi embellissement de la ville. C'est pour cette raison que son Excellence nous a demandé de faire les mêmes choses en Guinée aussi, parce que nous avons une expérience, un savoir-faire pour les gestions de système municipal. Sur la table des conversations, l'assainissement de la ville de Kinshasa, le désengorgement de la route menant à l'aéroport international de Njili, ainsi que l'agriculture. Donc nous avons déjà assumé la responsabilité de l'assainissement public d'une certaine partie de la ville de Kinshasa. Donc nous avons déjà commencé aux études. Les équipements pour l'assainissement public, surtout les véhicules, 70 véhicules, ils sont déjà à Kinshasa, ils sont déjà dans les douanes. Donc nous avons déjà envoyé 2000 conteneurs de ramassage de déchets en Congo. Dans 20 jours, on va commencer d'une manière structurelle l'assainissement public de la ville de Kinshasa. Nous avons aussi un système de bus rapide que nous gérons à Conakry en Pakistan. Les habitants de Kinshasa, ils souffrent de l'embouteillage dans le centre-ville. C'est pour cette raison que depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport, il s'agit d'une ligne de 24 km. Les habitants de Kinshasa, ils vont circuler dans 55 minutes. Nous avons utilisé les bus 100% électriques, donc ils seront tous écologiques. Une rencontre empreinte d'espoir pour le développement de nouvelles infrastructures en RDC. Le président Félix Tshisekedi va poursuivre son séjour de travail en Turquie avec d'autres rencontres ce dimanche, jour de clôture du forum diplomatique d'Antalya, qui réunit d'éminentes personnalités du domaine de la diplomatie. Terminons ce journal rétrospectif en sport. Sous la supervision du ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou, la Confédération africaine de handball représentée par son président Mansourou Amerou et la Fédération des handball du Congo conduite par son président Amos Mbayo ont signé le lundi 4 mars à Kinshasa le protocole d'accord pour l'organisation
par la RDC de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au mois de novembre prochain. Suivez. Nous avons tenu à présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation de la Confédération africaine de handball, qui est venue à Kinshasa pour la signature du protocole d'accord concernant l'organisation en novembre prochain de la 26e Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle CAN, en handball dames. Ça sera ici à Kinshasa, dans les nouvelles installations au stade de Marty. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit, cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Marty, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera les premiers tests pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Et vous savez, la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun sport ne peut pas être négligé et nous devons nous donner à fond. C'est dans ce contexte de cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle vision, que nous allons abriter cette compétition. Et le Premier ministre Samalou Kondé, qui lui-même a passé des heures et des heures pour sortir des terres, n'est-ce pas, ces nouvelles installations, est visiblement satisfait. Il a apporté son concours à la Confédération et à notre fédération, et il a dit, pour ce genre de compétition, il faut commencer tout de suite à travailler pour que la RDC présente un visage rassurant, un visage positif au mois de novembre. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition de votre journal rétrospectif. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et bonne suite de nos programmes.